Mais en revanche, mon défi, ça serait de jouer vraiment une grosse salope, bien pourrie, et qu'on lui trouve une excuse, parce que je le joue. Ça serait un défi. C'est dans sa maison, gaie et lumineuse comme ces toiles accrochées au mur du salon, que Cécile Bois m'a ouvert ses portes et son cœur. Celui de la petite fille qui a grandi à Bordeaux avec des rêves plein la tête, celui de la femme et de la comédienne qu'elle est devenue avec ses enthousiasmes et ses premières désillusions, et bien sûr celui qui bat à travers le personnage de Candice Renoir qu'elle incarne depuis 10 ans déjà sur France 2. Il y en a une qui n'a rien manqué de notre conversation, c'est Bonnie, une boule de poil gratifiée par sa maîtresse du titre de chienne la plus gentille du monde, et je confirme. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour Cécile. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'avais envie qu'on démarre cette conversation dans le concret, dans les coulisses de l'exploit, en évoquant une journée type, une de tes journées types sur le tournage de Candice. Ça commence comment et ça se déroule comment ? Alors, j'ai la chance de tourner dans le sud. Donc, les réveils matinaux ne sont pas les mêmes que les réveils parisiens. Donc, je me réveille très tôt, selon l'heure de tournage, entre 6h et 7h. Je pars sur le tournage avec mon assistante Carose qui m'emmène. On débriefe de notre nuit. De la soirée, des films qu'on a vus dans la soirée, si on a vu une série ou un film ou selon ce qu'on a fait. On fait nos filles, quoi. Après, j'arrive au HMC, donc maquillage, habillage, coiffure. Je commence toujours par le maquillage, après la coiffure, après l'habillage, parce que je n'aime pas être habillée. En vrai, dès que j'ai un costume, je me sens engoncée, mal à l'aise, donc je le fais au dernier moment. Mon corps réagit au costume, donc je le fais. Et puis Candice en particulier, comme c'est un être très féminin, mon corps est en rébellion. Allons bon. Ouais, c'est vrai. Donc la costumière râle parce que je n'ai que 10 minutes pour m'habiller et elle ne peut pas faire les ajustements, les bijoux, les trucs, bon bref. Mais maintenant ils le savent. Et là, selon les réalisateurs, ils viennent de temps en temps en loge et puis on commence à parler déjà de la journée, des textes qu'on a changés, du point de vue qu'on voudrait emmener sur les scènes, sur l'histoire. On développe. Après, je vais sur le plateau et j'ai un petit cérémonial où dès que j'arrive, quand il y a tout le monde, je dis « Bonjour tout le monde !» Et souvent, ils me disent tous en chœur « Bonjour Cécile !» Voilà. Ça s'appelle une troupe. Ça s'appelle une troupe, absolument. Et puis j'attends qu'on me mette en scène, assise dans un coin. Je bouge assez peu dans la journée. Je suis beaucoup sur mon téléphone, ce qui pourrait paraître très addictif déjà, mais très impoli aussi. Mais en fait, non, c'est un instrument de travail pour moi. C'est-à-dire que ça me permet d'être sur le lieu du tournage, à côté de là où les choses se passent, donc d'entendre tout ce qui se passe autour, tout ce dont ils ont besoin, à commencer par moi, tout en étant ailleurs et en me déconcentrant de ce que j'ai à faire. Comme ça, au moment où je vais le jouer, je suis fraîche pour lancer une émotion que j'ai pas réfléchi longtemps en amont, ou en tout cas directement avant, donc elle n'est pas usée encore. Voilà, ça c'est toute la journée comme ça, et je suis beaucoup sollicitée aussi, et le téléphone me permet d'être moins sollicitée, parce que sinon c'est Cécile, tu m'as pas dit, Cécile, qu'est-ce que tu veux manger à midi, Cécile, est-ce qu'on peut faire ci, Cécile, est-ce que tu peux aller là, Cécile, par rapport au costume de... Et en fait, le téléphone fait croire à tout le monde que je suis occupée. Bon, maintenant ils vont le savoir, donc malheureusement oui, mais il va falloir je crois qu'indirectement ils le savaient, et puis comme maintenant on se connaît bien, ils savent que c'est pas contre eux. Ouais, c'est ça. Et voilà, après je déjeune, en général je commence la journée, je la finis et je vois partir mes camarades entre temps qui disent bon nous on va à la plage, nous on va boire un coup, tu nous rejoins Cécile, et je ne les rejoins que très très peu.
parce que les journées sont longues, les heures supplémentaires s'accumulent et j'arrive à la maison entre, on va dire, 7h, 8h, parfois 9h. Et là, comme je suis quelqu'un de très organisé, que je suis une mère de famille, je me suis préparée à manger avant pour pas avoir à attendre, sinon je me jette dans le frigidaire pour tout manger parce que j'ai trop faim. Et puis j'écoute de la musique, je révise mon texte au lit, je vais sur les réseaux sociaux juste avant de dormir, ou bien je lis un livre, mais c'est assez rare parce que c'est pareil, ça me déconcentre de mon sujet finalement. Et j'aime bien partir ailleurs, mais j'aime pas être déconcentrée en fait. C'est une nuance, et le livre me fait partir ailleurs. Le téléphone me déconcentre. Mais en t'entendant, il y a quelque chose qui me saute aux oreilles, si je puis dire, c'est qu'on a l'impression que l'état de jeu, l'état de Candice, c'est quelque chose de très fragile en fait. C'est quelque chose de très évolutif. Il faut sans cesse que tu sois dans la bonne atmosphère, dans le bon état d'esprit. 10 ans après, oui, toujours. Pour tous les films, hein. Mais Candice particulièrement, parce que l'air de rien... Faire 10 ans d'un même personnage, c'est excitant parce qu'il y a un côté très théâtral, la répétition la répétition du même personnage. Mais il faut que je sois extrêmement vigilante pour justement ne jamais me laisser aller à la facilité de ce que j'ai déjà fait. Donc il me faut une concentration très particulière pour aller chercher, non pas ce que je connais, parce que je la connais par cœur, mais soit ce que j'ai pas encore fait, soit ce qui peut me réveiller à quelque chose de jouissif dans une scène que j'ai déjà faite. D'où beaucoup de recherches souvent dans les interrogatoires, et parce que les questions sont toujours les mêmes, les accusations et puis c'est très factuel. C'est très factuel. Donc qu'est-ce que je peux trouver dans les interrogatoires qui puisse m'amuser ? Et c'est là qu'est la richesse de mon personnage et l'amour que je lui porte, c'est que sur une même scène, je peux la jouer au moins une 20aine de fois différemment, parce que le personnage est tellement riche qu'il suffit, par exemple, que la scène d'avant, je sois contrariée par Antoine, je vais jouer la scène comme elle est écrite, mais avec l'intention de Antoine m'a contrariée. Donc je vais être d'une mauvaise foi absolue, je vais être très agressive dans l'interrogatoire. Si j'ai fait une boulette, et Dieu sait que Candice a fait juste avant, je vais lancer l'interrogatoire en ayant fait une boulette, en regardant à droite, sans jamais le jouer de la même façon. Et je m'amuse, je me raconte une histoire en permanence sur l'histoire qui est écrite. Et c'est ça la richesse Et mon personnage me permet... Je peux jouer une scène heureuse en la pleurant, parce que le personnage le permet. Tous les personnages ne le permettent pas. Mais celle-ci, c'est un cadeau c'est un cadeau de déclinaison et d'endroits différents et de couleurs différentes que j'ai jamais eu en vrai. C'est vrai que le champ des possibles avec Candice est tout à fait infini, oui. Et j'imagine que ça fait une toile qui n'est jamais terminée en fait. Exactement. C'est pour ça que quand on me dit est-ce que vous en avez marre de Candice, j'en ai parfois marre de la vie que m'impose Candice, mais j'en ai jamais marre de Candice en vrai. Alors justement, tu l'évoquais, ça fait 10 ans. D'un point de vue personnel et professionnel, la question, elle est un peu bateau, mais tout le monde l'a dans la tête. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette Candice, humainement et professionnellement ? Alors déjà, elle m'a apporté la notoriété. J'ai eu de temps en temps avant elle des espaces de lumière, mais jamais autant que sur Candice. J'ai eu la reconnaissance du public que j'avais pas avant. J'ai des témoignages à 99% extrêmement bienveillants, chaleureux, lumineux, bouleversants aussi. J'ai eu des témoignages qui m'ont beaucoup bouleversée, je me souviens. Et finalement, ça m'a donné le là de ma relation au public que j'ai comprise après, mais j'aurais dû m'en douter à ce moment-là. Il y avait une femme qui m'a écrit, la saison 1 venait d'être diffusée. Elle m'a écrit sur les réseaux sociaux et elle m'a dit voilà, je voulais vous dire que je suis une femme très ronde.
suite à ma grossesse, que je n'ai pas perdu mes kilos, que j'ai perdu confiance en moi totalement. Mon mari a fini par me quitter. Je suis aujourd'hui une mère célibataire. Mon fils, que j'adore, a 4 ans aujourd'hui. J'ai continué à grossir parce que je suis entrée en dépression. J'adore mon fils et je regrette pas. Et je viens de voir Candice. Et après le film, je me suis mise nue devant un miroir pour la première fois pour accepter mon corps et décider de le bouger. Ça m'a... Encore maintenant, hein. Je vois, oui, Ouais. je vois des petits yeux qui brillent. Bah ouais. L'air de rien, c'est une comédie, et c'est comme ça que je l'aime, qui ne se prend pas au sérieux et qui ne se juge pas, qui ne s'auto-congratule pas. On n'est pas là pour prouver des choses. Mais en revanche, on fait du bien. Et quand on voit la période qu'on est en train de traverser aujourd'hui, où c'est quand même les ombres qui prennent sur la lumière, petit clin d'œil au nom de ton podcast, eh ben, je me dis, je contribue un petit peu à ce que le monde soit meilleur, humblement, quoi. Et toi, personnellement, parce qu'on évoquera cette nouvelle version de l'héroïne qui est arrivée avec Candice, et toi, personnellement, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Je me suis souvent demandé, est-ce que sa fantaisie, est-ce que ses audaces sont contagieuses pour son interprète? Est-ce que tu peux t'inspirer d'elle dans la vraie vie pour... J'étais très audacieuse quand j'étais petite, j'étais très fantasque. Je cherchais toujours là où les autres n'étaient pas pour exploser d'une émotion, d'une particularité. J'étais une grande menteuse, donc j'inventais beaucoup d'histoires pour moi toute seule ou pour les autres, et mon but c'était de les faire croire. Donc j'étais comédienne très vite. Et puis quand j'ai enfin exercé ce métier, j'entends quand j'ai gagné ma vie avec, parce que finalement j'ai l'impression de l'avoir toujours fait, j'avais eu tellement de mal à y accéder, en ce sens que mes études ont été très longues, laborieuses, et qu'il me tardait de rentrer dans la vie d'adulte pour pouvoir être libérée de cette envie en l'exerçant. Pardon, je te coupe, c'était quoi comme étude? C'était le lycée, le collège, le D'accord. lycée, un bac peinture, pour accéder à mes fins, pour que ce soit plus facile. Et que quand j'y suis arrivée, je me suis dit, je vais rencontrer des gens exceptionnels. Je vais pouvoir parler avec eux. Et ma fantaisie, je vais pouvoir la communiquer avec eux. Il va y avoir le signe de l'infini qui va être sans arrêt dans un échange perpétuel de nourriture réciproque. Oh là là, je suis tombée de tellement haut. J'ai pas rencontré ça du tout. Et pareil, une anecdote très particulière, mais qui finalement m'a formée. J'ai été prise à l'école de la Rue Blanche à l'époque où elle était Rue Blanche. Célèbre école de théâtre. Célèbre école de théâtre, et c'est ce qui m'a permis de monter à Paris rapidement. J'étais la bordelaise provinciale de la classe, et j'habitais rue de Clichy. Et j'avais pas un raid. Par chance, à l'époque, j'étais mariée à un garçon qui était boursier pour faire sa thèse, et on vivait avec 4000 francs, je crois, par mois, avec un loyer qui était déjà à 3000, quoi. C'était des francs à l'époque. Donc, c'était pas... Voilà. Mais comme j'allais voir des pères, et que je savais que tout le monde galérait, on était des étudiants, entre midi et 2, je leur disais, venez bouffer chez moi. Et ils venaient. Et puis à un moment, je leur ai dit, venez un soir, on va faire une fiesta. Je sais plus ce que je voulais fêter. Bon. Personne n'est venu, personne ne m'a prévenu. Moi, j'avais cassé mon porte-monnaie pour faire un petit truc dans mon studio de 20 mètres carrés. Et je me suis dit, pourquoi? Et donc, je leur ai téléphoné un par un. Ils ont dit, ah putain, j'ai oublié de te prévenir, mais non, il y a ça. Ah, mais tu m'avais invité, mais j'avais pas compris, je croyais que... Et ça a été, j'avais pas invité 20 personnes, je pouvais pas, mais c'était 5 personnes, quoi. Et là, je me suis pris une raclée monumentale. C'était... Tu avais quel âge? J'avais 19 ans.
Donc en fait, c'est anecdotique. Ou pas. Mais voilà, pour moi, c'était pas ou pas parce que je faisais pas une soirée comme il y a plein de soirées parisiennes. C'était la petite provinciale qui se disait j'ai plein de pères avec moi qui vont être comme moi, etc. Donc je fais une réunion d'entre-soi qui ont forcément vécu ce que moi j'ai vécu de pas normal par rapport à mon enfance. Donc c'était un rendez-vous affectif et important pour moi. Et qu'est-ce que tu en as retenu de cette leçon ? Un peu brutale, mais... J'en ai retenu qu'il va falloir que je fasse attention où je donne mon cœur, quoi, parce que sinon il va être matraqué avant l'heure. Et ça a commencé à me faner, en vrai. Il y a quelque chose qui s'est fané. Et j'ai perdu confiance en moi, beaucoup. Parce que je me suis dit, je suffis pas. Moi-même, je suis pas autosuffisante pour attirer les autres. Exactement. Et comme je devais probablement souffrir de ça avant, tu vois, ça a ouvert la brèche. Là où ça pouvait se taire parce que j'allais rejoindre mes pères, ça s'est réouvert. Et puis il y avait eu des petites choses. À Bordeaux, chaque fois qu'il y avait un casting, il pouvait y avoir 1000 personnes qui faisaient le casting. C'était moi qui étais prise. Donc j'avançais en me disant, à partir du moment où j'ai fait du théâtre, tout a été facile. Les gens me voyaient. J'ai été prise directement au conservatoire de Bordeaux en initiation. J'ai été prise en professionnelle avant d'être prise à la Rue Blanche. Donc tout à coup, la confiance en moi que j'avais pas avant, là je l'ai eue. Et tout à coup, tout était fluide, tout était normal. Cet acquis était normal. Jusqu'à ce qu'un ami me dise un jour, fais attention, parce que tu te rends pas compte que tu peux éclabousser des gens et les blesser. Et effectivement, j'avais blessé des gens du conservatoire de Bordeaux qui me voyaient comme quelqu'un qui réussissait tout, y compris les castings prestigieux, pour des rôles mineurs. Hein. Et je ne l'ai pas vu. Et du coup, je me suis dit, oulala, faut que je fasse attention de ne pas marcher sur les pieds des autres. Donc j'ai calmé ma joie, j'ai calmé mon explosion, mon envie de vivre, mon envie de dévorer ce que j'ai attendu. Et cet événement est arrivé pour nourrir cet endroit-là. Et l'épilogue de ce chapitre, parce que, voilà, on ne va pas tout faire là-dessus, mais je tourne un jour Le Chasseur de la nuit. On est en 93, je n'ai pas encore fait Angélique. Mais j'ai fait Germinal déjà, j'ai rencontré Renaud déjà, et je fais Le Chasseur de la nuit, avec beaucoup plus de modestie que tout ce que j'avais. Enfin, je veux dire, la Rue Blanche m'a un peu voilà, il y a eu un arrêt du fait dans ton enthousiasme. Absolument. Donc j'y allais très précautionneusement, avec beaucoup d'humilité surtout, et sans chercher à déranger qui que ce soit du succès que je pouvais avoir. Et puis, c'est un tournage qui se passe en hiver et en été. C'était un film de qui, pardon ? De Jacques Renard, pardon. Très, très joli film. Très lent, mais très joli film. Et je rencontre mon partenaire, Stanislas, qui à l'époque était comédien, qui aujourd'hui est scénariste. Et puis, pareil, coup de foudre pour les gens, une espèce d'excitation comme ça à partager. On était tous dans un prieuré. Je retrouvais l'esprit de troupe dans laquelle j'étais quand je faisais du théâtre plus jeune. Donc il y avait une envie de vivre, une envie de vibrer, etc. Et je savais que ça pouvait se retourner contre moi. Donc je me retenais, mais c'était pas grave parce que je savais que j'allais les voir l'été. Donc je pouvais. Et puis le tournage hiver s'arrête, je vais à la Fnac entre les deux et je croise Stanislas, qui était mon partenaire, en plus mon amoureux, que j'avais adoré, mais je m'étais retenue de tout, tu vois. Et je vois Stan et je lui dis... Tu sais, je comprends pas tellement ce métier, en fait. Parce qu'on est tous ensemble, on est en train de vivre quelque chose de très, très fort. On est tous enfermés les uns avec les autres. Et on est obligés de vivre et de mettre de côté nos vraies vies et ce qu'on est aussi en jouant des rôles. Et puis tout à coup, le film ou la pièce s'arrête, ou la formation d'école s'arrête, et que chacun reprend sa vie, et les liens se défont ou se coupent. Et il me dit, avec un certain cynisme, du haut de il devait avoir 24 ou 25 ans, « Mais Cécile, c'est comme ça le métier. Ça n'empêche pas la joie de partager quand on est sur le plateau, mais après, chacun reprend sa vie. Et on quitte l'histoire pour laquelle on est venu. Donc c'est normal qu'on quitte tout le reste. » Et l'anecdote veut que ce garçon-là, je ne l'ai jamais quitté, et que c'est devenu un de mes meilleurs amis. Donc, quelque part, la vie m'a pris, mais la vie m'a nuancé les choses. Voilà. Et dans Candice,
ce que j'ai tant recherché partout et que je n'ai pas trouvé parce que les tournages sont furtifs, les expériences théâtrales sont plus longues, mais ça reste un épisode. Et ben les 10 ans de Candice m'ont apporté une famille et qui ne m'a pas trahi, quoi. Enfin, pas violemment comme ça, en tout cas. Une famille, et ce que j'entends après ce que tu viens de nous raconter, est l'autorisation justement d'avoir des élans, d'avoir des audaces, d'écouter comme ça ses envies. Ce que la vie t'avait au début appris à réfréner, quoi, avec elle. T'as tout compris, c'est que tout à coup, je me suis à nouveau autorisée à aller loin. Et l'air de rien, il y a après une synergie entre je suis capable de faire quelque chose et je ne m'autorise pas à le faire parce que ça va faire trop de bruit, parce que ça va être dérangeant, parce que ça va être un peu particulier, parce qu'on va me juger, parce qu'après j'ai perdu, pas seulement à cause de ça, mais à cause de la vie tout simplement, j'ai perdu beaucoup confiance en moi. Et quand j'ai attaqué Candice, tout à coup j'ai senti que ce qu'on attendait de moi, c'est ce que j'avais tu. C'est ça, c'est ce que tu avais refoulé, c'est ce que tu avais caché. Ouais, quoi. alors les autres ne l'ont pas attendu tout de suite parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Ouais. Mais quand tout à coup je l'ai dévoilé très timidement, parce que c'est ça que ça m'inspirait, et puis que c'est vrai aussi, j'avais pas joué depuis longtemps, et j'avais un besoin d'exploser dans le jeu, besoin d'exister, pas devant une caméra parce qu'elle m'impressionne beaucoup, mais besoin d'exercer, quoi. J'avais été retenue d'être, quoi. C'est de la frustration, en fait, que tout d'un coup, on a coupé les petits élastiques que tu avais dans le dos et waouh, t'as pu... Exactement. Et Candice, tout à coup, m'a dit, attends. Toi, on a un rendez-vous tous les deux. T'as pas pu être toi. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux même faire des excès, on te pardonnera. Et quand les gens qui ont vu... je parle pas du public, mais de ceux qui ont fabriqué Candice, quand les gens l'ont vu et l'ont reçu, ça les a inspirés après pour développer ce côté un peu étrange, un peu excessif de Candice. Mais tellement vivant. Mais voilà, qui est dans la vie. On évoquait tout à l'heure donc l'arrivée de Candice dans le panorama des héroïnes télé, le fait que effectivement elle proposait un nouveau rapport à la séduction, au corps, à l'image de l'héroïne. Et donc avec le témoignage que tu nous as révélé, on a compris combien les femmes enfin se voyaient elles-mêmes à l'écran. Est-ce que ça te fait porter une responsabilité, j'allais dire presque d'exemplarité par rapport à ça? Est-ce que tu veux bien la gérer, cette responsabilité? Est-ce que tu veux bien la porter? Où il y a Candice, mais il y a Cécile. Je me défends de porter une responsabilité quelle qu'elle soit. Je ne veux pas être esclave du regard des autres, même s'il est bienveillant. Donc je suis moi, avec ma vie, au sein de ma vie, avec tout ce que ça implique. Il m'arrive de très mal vivre mon surpoids. Il y en a d'autres fois où je m'en fiche. Mais c'est une histoire entre moi et moi, mais pas entre moi et le public. Mais en revanche, je suis, comme je te l'expliquais, extrêmement touchée ou émue de voir que mon état, mon corps peut aider des femmes à accepter le leur. Mmh. Ton corps, ta personnalité, en fait tout quoi, ton être, en fait c'est ça, parce que c'est un peu réducteur de parler que du corps, non? C'est réducteur, mais en même temps c'est de mon poids dont tu me parles, là. Ouais, je te parle de ton poids, mais je te parle aussi de sa folie et du fait que pour être héroïne télé, il ne faut pas faire que entre du 34 et du 36, il y avait peut-être aussi un excès. Oui, absolument. On a remis un peu les compteurs à zéro là, enfin... Absolument. Il y avait eu Héloïse Rome qui avait été fait avant avec Christine City, qui était ronde et qui mangeait toujours des chouquettes. Voilà. Donc, ça a déjà existé en vrai. Mais oui, peut-être qu'il y a aussi la fantaisie, peut-être que c'est aussi une femme libre. Et puis que c'était aussi la première fois qu'on voyait une femme qui était flic, qui n'avait pas un petit blouson rouge en cuir, des baskets et qui n'essayait pas d'imiter les hommes pour avoir une place. Tiens donc. Bah oui.
et qui là, tout à coup, non seulement n'imitait pas les hommes, mais en plus était foutrement femme, dans tous ses défauts aussi. C'est une femme-femme, en fait. C'est une femme-femme, c'est pas une héroïne, c'est une femme avec ses défauts qui les assume. De toute façon, elle ne peut pas faire autrement. Donc c'est très décomplexant, même à jouer, quoi. On ne peut pas évoquer cette femme-femme sans un homme qui s'appelle Raphaël Langlais, qui joue Antoine. Là, il y a un immense sourire qui s'affiche sur ton visage quand je prononce son prénom. Quel mot tu mettrais pour définir la relation que vous avez maintenant tous les deux ? Raphaël qui est passé aussi à la réalisation. Le premier, c'est la complicité, indiscutablement. Parce que... Et puis un deuxième que lui a trouvé, c'est qu'on est en Wi-Fi tous les deux. C'est-à-dire, pour donner un exemple très concret, on peut être sur une scène à 3 avec un guest. Et tout à coup, il y a une dissonance dans la scène que le guest va apporter, soit dans son jeu, soit dans un geste. Je le remarque dans ma tête, parce que je vais remarquer, et je sais très bien que Raphaël l'a remarqué. Et on ne va pas se regarder, parce qu'on est l'un à côté de l'autre. Les pires, c'est les scènes d'interrogatoire. Et tout à coup, on se déconcentre totalement, on sort du sujet, on se dit « Putain, il ne faut pas que je rie, parce que je sais qu'il l'a vu comme moi. » Et en même temps, on va éclater de rire alors qu'on ne s'est pas vu. Et que personne ne peut comprendre. Voilà, ça c'est la force de notre Wi-Fi à tous les deux. Après, je trouve que Raphaël est un être extrêmement brillant, mais son humour et son côté très maladroit, très gaffeur, font tellement de bruit qu'on ne voit pas la vivacité d'esprit de ce garçon. Et il est très très rapide, même pour lire. Là, je vois ton cahier, la page, il lui faut à peu près 4 ou 5 secondes pour déchiffrer tout ce que tu as écrit. Moi, c'est absolument l'inverse. Il me faut 5 minutes pour déchiffrer. Et en fait, on est dans cette complémentarité. Je suis quelqu'un de très lent, de très observateur, de très reculé aussi. Je peux être fantasque, mais en même temps très timide, très réservé. Et j'ai peur des autres. Raphaël, c'est tout l'inverse. Il rentre dedans. Je me souviens qu'on s'était engueulé avec un metteur en scène un jour. Il a quand même dit cette phrase absolument extraordinaire. Il m'aurait fallu 10 jours pour la trouver. Bon, il était vraiment très très mauvais, ce réalisateur, et très méchant en plus. Et lui comme moi, on n'aime pas la méchanceté. Et Raphaël essayait de défendre son point de vue sur le personnage. Et le mec qui avait écrit en plus n'entendait pas ce que disait Raphaël. Et tout à coup, Raphaël hurle en quittant le plateau en disant « T'as la psychologie d'un cintre !» Raphaël, c'est ça. Et tout le monde a éclaté de rire parce que cette phrase est sortie d'on ne sait pas où, mais tellement bien imagée. Et Raphaël, dans sa colère, n'a rien entendu de ce qu'il a dit. Raphaël, c'est ça. Et je crois que c'est l'un des hommes, pour pas dire l'homme, avec qui j'ai le plus ri. Et j'adore rire parce qu'il y a une libération. Et avec lui, je suis moi. Et avec moi, je veux croire qu'il est lui. Et puis je connais toutes ces choses que personne ne peut voir. Mais vraiment personne. Et j'en prends soin. Ah, ça c'est un joli mot. Ouais. Et ça c'est un mot que t'aimes bien. Prendre soin ? Ouais, c'est vrai. Alors, pour continuer avec Candice de façon là aussi très concrète, un premier épisode a été diffusé avec cette nouvelle mouture, cette nouvelle formule de Candice en décembre. À quand le second, enfin le deuxième, puisqu'il y en aura d'autres ? Là, maintenant, je vais le tourner. Ouais. C'est un épisode qui a été très long à être écrit, qui a changé de main. C'est Solène Roy-Pagenaud avec Virginie Pérez qui l'ont pris en dernier il y a 1 an. Et puis Solène a été malade, donc l'écriture a été un peu plus longue. Et on devait le tourner en novembre, on n'a pas pu. On devait le tourner en décembre, on n'a pas pu. On devait le tourner en février. Et en février, Solène est partie. C'est quand même elle qui a créé Candice. Candice a perdu sa maman. Voilà, exactement. Et puis finalement, Fabienne Facot a repris, qui est directrice de collection de Candice.
elle a repris avec respect et beaucoup d'humilité l'écriture avec Virginie. Et puis on a réussi à faire un épisode qu'on va tourner là dans 15 jours. D'accord. On peut avoir un peu la tonalité de cet épisode, la thématique? Alors c'est Halloween. C'est pour ça qu'on devait le tourner en novembre. Donc je vous laisse imaginer Halloween à 7 en période estivale et dans l'entrée de l'hiver quand on est dans l'entrée de l'été. Donc ça va être fun, mais je crois qu'on a connu pire. Et c'est autour des légendes d'Halloween. Donc ça va être un peu horreur, comédie, fantastique, comme là. Mais c'est un épisode qui a été écrit pour que Raphaël le réalise, parce que lui, il est fou des trucs d'horreur, de l'exorciste, etc. quoi. D'accord. Et d'autres sont prévus dans le planning, puisque maintenant la périodicité de cette collection, maintenant c'est devenu une collection, c'est 2-3 par an, c'est ça? Dans l'idéal, c'est ça. Il y a un premier pitch qui a été soumis à la productrice, qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle a retenu. Il y a un second pitch qui est en écriture et qui est peut-être ou pas validé. D'accord. Après, il faut que tout suive, il faut que la chaîne ait toujours en vie, il faut que le public soit toujours là, mais bon, pour l'instant, il est là et bien là. Il faut que comment je pourrais dire, l'énorme machine de la fabrication d'un film puisse être en adéquation avec l'envie et l'empressement. Voilà. Et il y a tellement de facteurs différents dans la fabrication d'un film que je n'ose plus m'engager sur oui, on va en faire 2, on va en faire 2 ou 3 par an et tout ça. Voilà. Il y a 2 pitchs qui sont dont un qui est validé pas par la chaîne, par la productrice, donc le temps de mettre tout en route si tout le monde veut bien. Voilà. C'est bien de prendre le temps aussi, et parce qu'il y a Candice quand on t'évoque, mais il n'y a pas que Candice. Et au fil de nos conversations, on a souvent parlé de cette vigilance que tu avais à pouvoir t'exprimer aussi à travers d'autres personnages. Est-ce que, là, je pense à ça, on t'a vu dans Addict, on t'a vu dans Le goût du crime, là, récemment. Est-ce que cette vigilance, elle est compliquée à mettre en œuvre? Elle est compliquée pour convaincre aussi, de te laisser du temps? Et évidemment, cette nouvelle périodicité, elle t'ouvre aussi de nouveaux champs des possibles à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis 10 ans, depuis le début de l'aventure de Candice, en fait. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté Les à côté. Candice était forte en comédie. Moi, ma maison première, c'était le drame. Je ne savais pas que j'étais une comédienne de comédie. Là, c'est validé, cher ami. Bah oui, mais à ma plus grande surprise, en vrai, je ne savais pas que je pouvais faire rire. Je savais que je pouvais faire rire dans l'intimité ma famille. Pas tout le monde, mais je ne savais pas que je pouvais faire rire. T'avais jamais eu des emplois de comédie Si, dans une famille formidable avec Joël Santoni, qui était venu vers moi parce que je faisais beaucoup plus de drame, j'étais beaucoup plus à l'aise dedans, et qui m'avait dit « Cécile, tu as un talent comique, il faut que tu exploites absolument. » Et je ne l'avais pas pris très au sérieux, je lui avais souri timidement en disant « Ouais, c'est pas pour une scène où je l'ai fait un peu rire que ça développe un talent comique, quoi. » Et Raphaël est convaincu aussi, il a dit « T'es sous-exploité dans le comique, même à travers Candice, on peut faire plus. » Moi, je ne pense pas. Ah, t'es toujours pas convaincu? Je sais que je peux faire rire à travers Candice. Maintenant, sur un autre personnage, est-ce que je peux faire rire? Franchement, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui te retient de penser ça? Ma nature, peut-être, tu vois, qui est pas une grande optimiste, qui est pas une grande légère, qui est pas une grande bon, en même temps, De Funès n'était pas un mec très rigolo aussi dans la vie. Précisément, et Buster Keaton n'était pas non plus le plus rigolo des hommes. Mais moi, dans la vie, je suis plus rigolo qu'eux. Bah alors, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais voilà. Mais oui, c'était nécessaire de retourner au drame pour mieux retourner à la comédie. Je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup de personnages qui étaient très forts, très profonds, dans des aventures
très très différente de celle de Candice. Quand je retournais sur Candice, tout à coup, c'est comme si j'avais été rafraîchie, nettoyée, et que hop, je pouvais recommencer avec une joie nouvelle, un enthousiasme, comme si c'était la première fois. Et en fait, ça m'a vraiment servi, les sorties de Candice m'ont vraiment servi à la fois à nourrir Candice et à la fois à trouver un vrai équilibre dans mon besoin de jouer. Oui, en même temps que tu parles, je pense évidemment au personnage d'Addict qui était absolument formidable, où là on était dans une pression, dans une tension, dans un registre totalement différent. Aujourd'hui, il y a des routes, il y a des voies. Alors la comédie, j'entends, on peut faire un petit appel à la population des producteurs. Tu as envie de faire des comédies ou est-ce qu'il y a des routes que tu as envie particulièrement d'emprunter ? J'ai envie de conserver la comédie parce que parce que le drame actuel qui est développé ne me parle pas. On est dans une époque très très difficile que je subis comme tout le monde et j'ai envie de légèreté, donc j'ai envie effectivement de comédie, mais j'ai envie aussi de personnages alors soit j'ai envie d'un personnage qui n'est pas gentil, bienveillant, empathique, auquel on s'attache. Mais en revanche, mon défi, ça serait de jouer vraiment une grosse salope, bien pourrie, et qu'on lui trouve une excuse, parce que je le joue. Ça serait un défi. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette idée d'excuse, chère Cécile. Tu veux qu'on lui trouve une excuse par rapport à toi, parce que tu pourrais pas jouer une grosse salope sans avoir de scrupules, ou tu veux qu'on lui trouve une excuse par rapport à elle pour que le public la comprenne ? Ah non, moi j'en ai rien à foutre de moi personnellement. Non, c'est pour que le public puisse la comprendre. Et l'inverse aussi, qui est un personnage a priori très empathique, très solaire, etc. Et qu'à la fin du film, on se dit, mais en fait non, on peut pas l'aimer. Enfin, il y a un truc qui dérange et qui fait que, voilà, j'aimerais bien, parce que ça obligerait une discipline de jeu tellement pointue qu'il faudrait que je fouille dans toutes les scènes pour ajouter telle ou telle chose, en accord évidemment avec les scénaristes ou les réals, quoi. Mais ça me changerait aussi du personnage évidemment bienveillant et solaire de Candice, évidemment victime de Addict ou de Gloria, ou de Gloria, voilà. Voilà, moi je prône dans une époque binaire la nuance. Et j'aimerais, à travers mes rôles, réinventer la nuance. Mais sans aucune prétention, mais dans un défi de jeu, puisque encore une fois, je suis une passionnée de jeu. Donc trouver à partir d'une écriture où est-ce que je peux placer la nuance, et pourquoi pas, puisqu'il est très très méchant ce personnage, trouver ma nuance de l'excuse, ou bien elle est très très gentille, mais trouver qui est un petit peu dans Candice, hein. Candice est de mauvaise foi, elle est très irritante. Des fois je pousse quelque chose qui est assez chiant dans une folie ou dans une mauvaise foi, exprès pour qu'à un moment on n'en puisse plus de ce personnage. Et j'aime ça. Ah oui, tu la pousses dans ses excès de telle sorte qu'elle... Même dans les aigus. Ça se passe même par la machine qui est mon corps, où je vais se faire un truc aigu qui est très très désagréable, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit que ça. On n'est pas que ça dans la vie. On a nos ombres et nos lumières. Deuxième petit clin d'œil. On va les compter en fait. Comptez les clins d'œil qui se sont glissés dans le podcast. Merci pour ces hommages. Oh, mais je t'en prie. Quand on parle de projet, on parle de cet état qui est celui des comédiens, qui est de dépendre du fameux désir des autres. Est-ce que ça, avec les années, on arrive à s'affranchir un peu du mal que ça peut faire, ou est-ce qu'au contraire, plus les années passent et plus cette peur de plus correspondre au désir grandit? J'aimerais tellement m'en affranchir, mais si je veux manger, je ne peux pas m'en affranchir. Donc je suis prisonnière à vie en choisissant ce métier du désir des autres, que ce soit de ceux qui décident comme de ceux qui regardent. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est le truc qui me dérange dans mon métier et dont je ne me remettrai jamais, je crois. Ah ouais. Et c'est parfois c'est le seul truc qui me fait parfois dire j'arrête.
Je veux retrouver ma liberté de femme. Je suis une femme très indépendante. J'appelle pas l'indépendance comme un drapeau féminin et féministe comme on peut avoir aujourd'hui. Je parle pas de cette indépendance. C'est quelque chose de pas du tout revendicateur, c'est pas une identité, c'est dans mes gènes. Je suis étouffée dès qu'on me met la main dessus. Donc je choisis de faire un métier où je suis absolument dépendante de mon image, ce qui est dégueulasse. Je suis dépendante de mon genre, ce que je revendique. Et je suis dépendante du désir des autres, ce qui est le jeu. Après, pour essayer de minimiser l'emprise de cette dépendance, il y a des moyens qui sont de passer soi-même à l'acte, de créer des projets. Je pense comme ça spontanément à Josiane Balasco, tu vois, d'écrire et tout. Quand on entend les mots que tu prononces et qu'on devine le goût que tu as pour les mots, donc pour l'écriture, on se dit mais que n'attend-elle ? À travers mon métier, rentrer dans l'écriture, ça va encore dépendre des décideurs qui vont lire et qui vont choisir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, je pense qu'à un moment, je vais aller à l'écriture parce que c'est un peu comme la peinture, en fait. J'y vais toute seule et je n'attends pas du regard des autres. Je peins, je n'expose pas parce que c'est un langage entre moi et moi, un règlement de compte entre moi et moi. J'offre mes peintures aux gens que j'aime, aux gens qui aiment ma peinture, donc sinon je ne l'offrirais pas. Mais c'est mon endroit de liberté de ne pas le soumettre au regard des autres. Si j'écris un livre, évidemment, il y aura le regard des autres. Mais comme je suis comédienne et que je ne suis pas écrivain, j'aurai toujours l'excuse de dire « mais je suis comédienne, je ne suis pas écrivain ». Maintenant, le temps de l'écriture est un temps... je peux aller écrire à 8h du matin en pyjama, je peux écrire à 3h du matin au retour d'une fête devant un ordinateur. Il y a un travail solitaire qui me plaît beaucoup dans l'idée de l'écriture et une introspection qui me convient très bien aussi. Après, c'est comme la timidité et le métier que j'ai choisi, c'est un paradoxe. Il faut rentrer à un moment dans l'arène pour subir la lumière. Et je ne sais pas comment je pourrais le vivre, mais en revanche, le travail d'introspection, de liberté, j'écris quand je veux, comme je veux, quel que soit mon poids, quel que soit mon âge, quel que soit mon genre, ça me séduit beaucoup parce que je pourrais y trouver une liberté, cette indépendance dont je te parlais, qu'avec le temps, moi, je trouve de moins en moins dans mon métier. Le plaisir du jeu est intact, mais parfois... Et de plus en plus avec le temps qui passe. Il est abîmé par tout ce que je ne contrôle pas, quoi. Le temps qui passe, tu ne penses pas que c'est un allié ? Dans mon métier, non. Dans ma vie, oui. C'est pas la même chose. J'ai ma vie, j'ai mon métier. Mon métier est une fonction. Même si... j'ai choisi de faire ce métier parce que j'étais profondément comédienne. Mais je ne te dirais pas que c'est une fonction aujourd'hui si je ne dépendais pas des autres. Ouais, je comprends. Et en même temps, on se dit que quand on est comme ça aimé par autant de gens, la bienveillance justement de leur regard, les a priori archi positifs qu'ils ont sur toi, ça ne peut pas t'encourager à livrer un travail d'écriture ou autre à leur regard. Non, parce que j'aurais l'impression de le faire pour eux. Et j'ai besoin de faire les choses pour moi. Ça s'appelle de l'honnêteté. Et l'honnêteté, ça touche forcément. Mais tant mieux. Ça serait les conséquences de ce que j'ai décidé pour moi au moment où je l'ai décidé. Et en même temps, je ne fais pas un métier pour déplaire aux gens. Je ne le fais pas non plus pour leur plaire. Je le fais parce que j'ai besoin de le faire à deux niveaux différents. Il me fait vivre et parce que c'est en moi.
et que j'ai le besoin d'exprimer ce surplus de vie à travers un personnage, puis que j'ai l'excuse de mentir et on me le reprochera pas. Et en plus, je suis payée pour ça. Ça doit être bien pratique, ça, de temps en temps. Exactement. Mais après, l'écriture, comme ça serait quelque chose de nouveau, je changerai d'arène et je suis comme un bébé. Je ne saurais pas où aller, quoi faire, où me diriger, parce que l'envie d'écrire naîtrait et naîtra sûrement d'un besoin à un moment de ma vie qui se fait de plus en plus pressant, comme j'ai envie de retourner à la peinture. Je crois que mes enfants m'ont pris beaucoup de moi. Et il y a quelque chose de très créatif dans l'éducation des enfants, finalement, qu'on crée, pas qu'on leur lègue, enfin, c'est dans les gènes, ça, j'y peux rien, mais dans notre façon qu'on a de partager notre vision de la vie à des êtres qui un jour seront des libres penseurs. En tout cas, c'est ce que je voudrais leur inculquer. Mais du coup, j'ai donné beaucoup de moi et j'ai pas eu besoin de peindre. Pas plus que j'ai eu besoin d'écrire. Mes filles grandissent et tout à coup, il y a des portes qui commencent à taper en disant « Hé !» Voilà. C'est le temps. C'est le temps de le faire, peut-être. En tout cas, on sera là si tu as envie de nous en parler. Je t'appellerai. Merci. Merci. Justement, tu parlais de ta fonction, ta vie de maman, d'épouse, donc on a évoqué ton métier. Est-ce que parfois tu as eu le sentiment, est-ce qu'on a parfois le sentiment de sacrifier l'un pour l'autre, ou est-ce qu'en ce qui te concerne, les priorités ont toujours été les mêmes ? J'aimerais pouvoir dire, je ne sacrifierai jamais ma famille à mon métier. Mais je l'ai sacrifié. J'ai été pendant 10 ans, 7 mois sur les routes. Je me suis évertuée à rentrer tous les week-ends, à faire 6000 kilomètres par mois pendant 10 ans pour rejoindre ma famille et être auprès d'eux. Maintenant, au bout de 10 ans, je me pose à la maison avec plus de temps auprès de mes enfants et je vois les conséquences d'un week-end dans la vie des enfants, quoi. C'est pas une vie continue. C'est pas... Donc je dois... Alors, les week-ends m'ont permis d'entretenir un lien, pas de le développer, mais de l'entretenir, un lien qui est fort, hein, parce que je suis très maman, je suis très tactile, même à distance, et c'est la raison pour laquelle j'avais pris une assistante, c'est pour permettre de gérer à distance ma vie à la maison, auprès de mes filles, et je faisais les choix avec leur père à distance à chaque fois, et pas une journée ne se passait sans que je sois au courant d'absolument tout et sans que j'y ai mis ma graine, mais les enfants ne voient pas ça. Et aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir, alors que ma fille a bientôt 14 ans, l'autre va avoir 12 ans, je suis en train d'ouvrir des portes qui, je me rends compte, n'étaient pas ouvertes dans ma relation, ouais, à ma fille. Et c'est merveilleux parce que il y a une autre naissance qui se fait. On ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas si c'est la bonne porte qu'il faut ouvrir, on ne sait pas... Voilà, mais en tout cas, je me dis, si j'ai vu cette porte-là et si j'arrive à l'ouvrir, c'est que je suis absolument avec elle et que j'arrive à me mettre à sa place et que j'arrive à être là, que j'arrive à prendre ma place de maman et voilà. Mais pour répondre à ta question en étant le plus honnête possible, j'adorerais brandir le drapeau de non, ma vie personnelle est plus importante que ma vie professionnelle. La preuve en est que non, pendant 10 ans, j'ai été au mieux auprès de mes enfants et de mon amoureux, mais pendant 10 ans, 5 jours par semaine, j'étais loin d'eux. Mais ça, est-ce que j'entends pas à travers ces mots la culpabilité fatale de toutes les mamans qui à un moment se disent est-ce que j'ai été à la hauteur du temps, de la présence et tout ça ? Pas trop, parce que, comme je te disais, je suis une femme indépendante et que ces 10 ans, aussi un peu loin, m'ont permis de faire quelque chose pour moi tout en étant maman et que mes enfants vont s'envoler. Et que je ne veux pas me dire si j'avais su ou si ça se trouve j'aurais pu
etc. Voilà. J'ai traversé la vie. Depuis toute petite, je dis 2 choses. La première, c'est je suis née toute seule, sortie du ventre de ma mère, et le jour où je vais mourir, personne ne m'accompagnera. Entre les deux, j'ai ma vie à faire, avec des gens que je choisis ou qui me choisissent. Donc de toute façon, il y a un constat de solitude immense, même si on a des enfants. Et la seconde chose, c'est le premier mensonge d'une femme, c'est son maquillage. Que je disais quand j'étais baba cool et que je ne me maquillais pas et que j'étais en seconde et que je refusais les codes féminins. Et oui, ça me laisse sans voix. Je trouve ça très émouvant ce que tu viens de dire. Je pensais à quelque chose. Si tes filles, à un moment, t'annonçaient qu'elles veulent s'envoler justement vers la comédie et l'art dramatique, ça serait une bonne nouvelle ? Non. Non, je trouve que quand je l'ai commencé, j'ai trouvé déjà que ce métier était dur. Je trouve qu'aujourd'hui, il l'est encore plus. Que n'importe qui, sans talent, peut exploser, ce qui est profondément injuste pour ceux qui travaillent et qui essaient d'entretenir un talent qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans la lumière ont tous du talent. Il y en a qui n'en ont pas et qui méritent de ne pas y être, quoi. Mais il y en a surtout qui sont dans la lumière et qui méritent de ne pas y être, quoi. Et on fait tellement de bruit aujourd'hui, il y a tellement de moyens d'expression grossiers, bruyants, superficiels pour pouvoir exister qu'on a tendance un peu à confondre les gens importants et les gens qui ne le sont pas, quoi. Et ça met une confusion dans une société déjà où on est en perte de repères. Et ce métier en particulier, qui est un métier qui dépend de la lumière, ce dont on parlait, tu vois, je ne le veux pas pour mes enfants. Mais si elles choisissent de le faire, je les préviendrai, elles feront ce qu'elles veulent. Alors, on va finir sur une petite touche un peu, un peu philosophique, mais en faisant un petit hommage à Gabin. Tu sais, Gabin, il avait une chanson où il disait je ne sais pas grand-chose, mais ça, je le sais. Pardon pour cette imitation grossière. T'en fous, t'es pas comédienne. Voilà, au moins, voilà, exactement. De quoi, toi, dans la vie, tu pourrais dire « Ah, mais ça, je le sais ». Quand j'étais toute petite, ma grand-mère m'avait dit « Tu vas voir, plus tu vas grandir, plus tu vas savoir de choses et plus tu vas te rendre compte que tu ne sais rien. » Donc je sais que je sais rien. Et que vraiment, je sais rien. C'est-à-dire, je ne me considère pas comme quelqu'un de cultivé. Je n'ai malheureusement pas été une enfant très curieuse, sauf des gens. On apprend beaucoup des gens. On apprend beaucoup. Je crois que je suis très forte en psychologie. Parce que les gens me passionnent et j'en fais mon métier. Mais sur les choses, j'ai eu beaucoup moins de passion. Donc je mesure à quel point aujourd'hui, avec le temps qui passe et quand je vois même mes filles qui ont la chance d'être plus curieuses que moi, développent des savoirs. Je commence, elles ont 12 et 14 ans, à aller les voir en disant « Comment tu le fais ça ? Mais qui c'est ça ? Ou comment tu l'as su ?» Voilà, et je mesure aussi à quel point ma grand-mère, qui était quelqu'un de tellement cultivé, tellement curieux, qui rêvait de vivre chez les papous pour être à poil sans avoir de compte à rendre. C'est une phrase qui m'avait tellement marquée, mais qui a fait tellement écho dans ma vie comme ça. C'est un symbole, quoi. On rêve d'aller dans un pays où on a des comptes à rendre à personne, en étant soi sans abîmer les autres, quoi. Voilà, je rêve d'un monde comme celui-là. Et ma grand-mère à travers son « je voudrais vivre chez les papous pour être à poil sans avoir de compte à rendre à personne », ça pourrait être la phrase de ma vie, en fait. Donc, non, je ne sais rien. Je ne sais rien et je n'ai pas de compte à rendre là-dessus.
Bah écoute, je te propose qu'on laisse à ta grand-mère la conclusion de cet entretien qui se termine sur un bel éclat de rire. Et je te remercie vraiment de ta sincérité comme d'habitude. À bientôt Cécile. À bientôt Isa. C'était Isabelle d'Ombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.